Bienvenue sur Les Sables du Temps. Il y a des visages qui ne quittent jamais l'imaginaire collectif. Le sien, barbe, casquette, regard fixe. Un symbole qui voyage plus vite que la vérité. Mais ce visage a une histoire. Ceci est l'histoire d'un homme, nommé Ernesto Guevara. Né en 1928 à Rosario, en Argentine. Ernesto vient d'un milieu de classe moyenne. Étudiant en médecine, il n'avait ni destin tracé, ni soif de gloire. Ce qui l'a changé, ce sont les routes d'Amérique latine et les yeux qu'il a croisés sur ces routes. Des paysans affamés, des villes pauvres, des peuples découragés. À 23 ans, il part en voyage à moto avec Alberto Granado, des milliers de kilomètres et des rencontres qui transforment peu à peu le médecin en observateur politique. Les carnets de ce voyage deviendront plus tard un livre et même un film qui façonneront l'image d'un jeune homme en quête. Après ces voyages, Guevara passe par le Guatemala, où, en 1954, un coup d'État renverse le président Arbenz, élu démocratiquement, favorable aux réformes agraires. Ce coup, orchestré avec l'appui de la CIA, convainc Guevara d'une chose: les réformes pacifiques ne peuvent tenir face aux intérêts étrangers. C'est le tournant idéologique. Exilé, il se retrouve à Mexico, où, en 1955, il rencontre Fidel Castro et un groupe d'exilés cubains qui préparent une expédition. De cette rencontre naît une alliance. Guevara voit dans la lutte armée une réponse possible à l'injustice qu'il a observée. En décembre 1956, à bord du bateau Granma, une petite force débarque sur la côte orientale de Cuba. Sur 82 hommes, la plupart seront tués ou capturés. Quelques-uns seulement s'enfuient vers la Sierra Maestra et y lancent une guérilla qui durera 3 ans. Guevara, médecin devenu combattant, se révèle vite pour autre chose. Un tacticien dur, infatigable, prêt à apprendre et à adapter les méthodes de guerre. Il inspire ses hommes par l'exemple, l'austérité, la discipline, la conviction, mais aussi par une capacité à lire la terre et les hommes qui l'habitent. Guevara comprend vite qu'une guérilla ne tient pas seulement par les armes. Il soigne les paysans malades, alphabétise les recrues, gagne la confiance des Guajiros, les paysans locaux. C'est cette alliance, autant que la tactique militaire, qui fait basculer la guerre. La révolution réussit. En janvier 1959, une fois au pouvoir, Guevara n'est pas seulement un héros de la montagne, il occupe des postes clés. Il dirige des réformes, préside la Banque nationale, à un moment, devient une voix centrale dans la construction d'un État révolutionnaire. Il mène des campagnes pour l'alphabétisation, pour la réforme agraire, convaincu que la révolution doit transformer la société à tous les niveaux. Mais ces choix posent des questions. Quelle place pour la liberté individuelle? Jusqu'où peut-on aller pour imposer une transformation rapide? Aujourd'hui, l'histoire note aussi des décisions lourdes. De janvier à juin 1959, Guevara dirige la forteresse de la Cabaña, transformée en prison révolutionnaire. Là, il préside des tribunaux sommaires. Les estimations varient entre 200 et 500 exécutions, mais les témoignages convergent. Procès expéditif, peu de défense, sentence rapide.
Certains condamnés étaient d'anciens tortionnaires du régime Batista, d'autres de simples opposants politiques. Guevara défendait ces mesures comme nécessaires pour consolider la révolution naissante. Comprendre n'est pas justifier. Les contextes expliquent, mais n'effacent pas les responsabilités individuelles. Entre l'urgence révolutionnaire et le respect de la vie humaine, Guevara a choisi, et ses choix ont un coût moral qui traverse le temps. Ne simplifions pas. La révolution crée des urgences, et les urgences créent des choix difficiles. En 1960, un photographe cubain, Alberto Corda, prend une image, un portrait en gros plan, qui, après la mort de Che, deviendra Guerriero Heroico, l'une des photos les plus reproduites du XXe siècle. Cette image encapsule toute l'ambiguïté. Détermination, défi, mystère. Elle se transforme en poster, en t-shirt, en insigne. Elle voyage au-delà des idées originales et devient un signe universel de rébellion. Mais attention, l'icône n'est pas la personne. L'image se nourrit des espoirs et des fantasmes, parfois au prix d'effacer la complexité historique. Et voici l'ironie suprême. Corda n'a jamais protégé les droits sur cette image. Pendant des décennies, le visage d'un révolutionnaire anticapitaliste a été reproduit gratuitement sur des millions de produits commerciaux, t-shirts, briquets, sacs, montres. Ce n'est qu'en l'an 2000 que Corda gagne un procès pour empêcher une marque de vodka d'utiliser Che. Non pour l'argent, il donne tout à l'hôpital cubain, mais pour, disait-il, respecter la mémoire. Le symbole de la révolution était devenu le logo parfait du capitalisme mondialisé. Malgré son rôle au gouvernement, le Che choisit un départ. Il quitte Cuba en 1965, convaincu que la révolution devait s'étendre. D'abord en Algérie comme conseiller, ensuite au Congo, où l'échec fut si cuisant que Guevara lui-même écrira. Ceci est l'histoire d'un échec. Les divisions locales, le manque de discipline, l'hostilité du terrain, tout ce qui avait marché à Cuba échoue ici. Puis vient la Bolivie. Dernier pari. Sa stratégie, déclencher des foyers révolutionnaires par la guérilla. C'est une décision mûrie. Risque assumé. Porté par une foi profonde dans la solidarité internationale des peuples opprimés. Mais le terrain est différent. La géographie, les langues, les réalités politiques rendent la tâche bien plus ardue qu'à Cuba. En Bolivie, la guérilla démarre mal. Les errements logistiques. L'absence d'un puissant mouvement paysan solidaire. Les trahisons locales. Et la surveillance rapprochée des services de renseignement ennemis rendent la lutte de plus en plus précaire. Les forces boliviennes, entraînées par des conseillers militaires américains, traquent les groupes avec une efficacité redoutable. Les paysans, méfiants ou intimidés, ne rejoignent pas la cause. Petit à petit, Guevara et ses hommes s'épuisent. Le 8 octobre 1967, Ernesto Guevara est capturé après une embuscade. Le lendemain, il est exécuté dans le village de La Higuera, en Bolivie. Sa mort est rapide, brutale et très médiatique. Les autorités exposent le corps, prennent des photos, comme une mise en garde. Des documents déclassifiés et des enquêtes historiques ont montré que des conseillers étrangers, y compris des unités entraînées par des forces de l'étranger, ont joué un rôle dans la traque. Mais la responsabilité finale repose sur un enchevêtrement local et international. Plusieurs décennies plus tard, le bilan de Guevara divise. Les partisans célèbrent ses combats pour la justice sociale, sa rigueur morale, sa volonté de remettre en cause l'ordre inégal.
Les critiques dénoncent son recours à la violence, son intransigeance économique et les conséquences humaines de ses décisions. Les historiens, eux, cherchent aujourd'hui à poser un regard critique, mais nuancé. Comprendre les contextes, peser les choix, replacer l'individu dans des structures plus larges. Que l'on admire ou que l'on condamne, il y a des raisons objectives à la fascination persistante. D'abord, son itinéraire est narratif. Transformation personnelle, engagement total, fin tragique. Le récit classique du héros tragique. Ensuite, son image graphique, celle de Corda, est parfaite pour la culture visuelle moderne. Enfin, son message s'adresse à des insatisfactions universelles. Inégalité, impérialisme, dignité. Ces éléments font que, même loin des réalités de la guerre froide, le Che reste un prisme pour lire le monde. Che Guevara, révolutionnaire sincère et exécuteur impitoyable, stratège brillant et idéologue aveugle, symbole de justice sociale, devenu produit capitaliste. L'ironie ultime, l'homme qui refusait tout compromis, est devenu l'image la plus simplifiée du XXe siècle. Ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas de trancher s'il était héros ou criminel, c'est de comprendre pourquoi les révolutions dévorent leurs idéaux et pourquoi son regard fascine encore ceux qui cherchent un monde différent. Merci d'avoir suivi cet épisode sur les sables du temps. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire.